L'intitulé de notre cours, c'est la régulation de l'expression des gènes. Il s'agit d'un ensemble de mécanismes qui activent certains gènes et qui en répriment d'autres. Les molécules régulatrices vont agir de façon positive, c'est-à-dire qu'elles vont déclencher la transcription, ou bien elles vont agir de façon négative en réprimant ou bien en stoppant la transcription. Nous avons ici un schéma nous montrant donc les différents types de contrôle, soit positifs ou négatifs. En premier, nous avons l'induction transcriptionnelle, soit en activant donc la transcription par la fixation d'un facteur activateur, ou bien en dissociant le facteur qui va réprimer la transcription, c'est-à-dire par un contrôle positif ou bien un contrôle négatif, on va faire une induction de la transcription. Le deuxième cas de figure, c'est la répression lorsqu'on va arrêter la transcription. Cette répression, elle peut se faire par un contrôle positif, et là, on effectue une dissociation de l'activateur, ou bien par un contrôle négatif, c'est-à-dire qu'on va fixer un répresseur. Cette régulation de l'expression des gènes, elle peut se faire chez les prokaryotes, elle diffère un peu des eucaryotes, on va voir donc les deux. Chez les prokaryotes, ce qu'il faut savoir chez les prokaryotes, c'est que les gènes participent à la réalisation d'une même fonction. On va voir, ils sont organisés en opérants. On a un seul chromosome bactérien. Ce chromosome, il est transcrit en un ARN messager, un seul. Donc cet ARN messager est appelé polycistronique. Donc on a un ARN messager qui spécifie plusieurs protéines. Donc nous avons plusieurs séquences codantes sur cet ARN messager. Donc nous avons les séquences codantes. Chacune, elle possède un codon star et un codon stop. Donc nous avons les séquences codantes sont dites cistrons et nous avons des parties intercistroniques. Les gènes qui vont participer à la réalisation de cette fonction, ils sont souvent organisés en ce qu'on appelle l'opérant. Donc c'est quoi l'opérant? L'opérant, c'est une unité génétique fonctionnelle. On la trouve uniquement chez les prokaryotes, elle n'existe pas chez les eucaryotes. Elle est composée de plusieurs gènes qui sont adjacents. Donc l'expression de ces gènes est coordonnée par les mêmes séquences régulatrices. Parmi ces séquences régulatrices, on a ce qu'on appelle le promoteur. Au niveau de cet opérant, on a dit c'est une unité donc génétique qui est formée de plusieurs gènes adjacents. Donc l'opérant, il est composé de gènes de structure. Deuxièmement, de gènes activateurs ou bien répresseurs. Il est composé également de séquences de contrôle, des promoteurs, opérateurs et terminateurs. Donc au niveau de ces séquences de contrôle, nous avons premièrement le promoteur, nous avons également l'opérateur sur lequel vont se fixer des protéines régulatrices et nous avons donc ce qui se trouve donc à la fin, c'est le terminateur. Nous avons ici un schéma, nous montrons donc les différents composants de cet opérant. Donc on a dit qu'on a une succession de gènes adjacents, donc c'est les gènes de structure qui seront transcrits en un ARN messager. On a dit polycistronique, regardez, traduction de 3 protéines différentes avec un seul ARN messager. Et nous avons ici la présence donc de séquences régulatrices
Premièrement, nous avons le promoteur et nous avons l'opérateur. On va voir ça en donnant des exemples. Parmi donc, ces opérants, ces unités génétiques, nous avons des opérants inductibles et des opérants répressibles. Parmi les opérants inductibles, on a ce qu'on appelle l'opérant lactose. Deuxièmement, on a des opérants répressibles plutôt. Ils vont coder, donc pour les opérants inductibles, ils codent pour des enzymes pour la voie catabolique, ça veut dire la dégradation. On a dit comme exemple, on a l'opérant lactose. Pour les opérants répressibles, ils vont coder pour des enzymes pour la voie de biosynthèse, donc l'anabolisme. Comme exemple, nous avons l'opérant tryptophane. Maintenant, comme exemple, on va donner la régulation transcriptionnelle de l'opérant lactose, donc qui existe chez la bactérie E. coli. Le lactose est clivé, donc on a dit qu'il s'agit d'opérants inductibles, donc c'est la voie catabolique de dégradation. Le lactose est dégradé, il est clivé par une enzyme qu'on appelle la bêta-glycosidase, plutôt la bêta-galactosidase. On va obtenir du glucose en premier, ensuite, secondairement, on va obtenir du galactose. La bactérie, elle a besoin, pour sa nutrition, elle a besoin donc de sucre. Nous avons le catabolisme des sucres qui va nous donner donc une source de carbone nécessaire pour la nutrition de la bactérie. Cet opérant lactose, il est composé donc, par des gènes de structure avec 3 cadres de lecture. Nous avons 3 gènes structuraux. On a le gène donc LAC-Z, on a le gène LAC-Y et on a le gène LAC-A. Pour le gène LAC-Z, donc le gène LAC-Z va coder pour l'enzyme la bêta-galactosidase, donc il va assurer la dégradation du lactose pour nous donner du glucose et on a dit aussi du galactose. Deuxièmement, on a le gène LAC-Y. Lui, il va coder pour une enzyme qui est la bêta-galactosyl perméase. Donc, c'est une protéine membranaire qui va permettre l'entrée du lactose, c'est une perméase qui va permettre donc l'entrée du lactose à l'intérieur de la cellule. Troisième gène structural, c'est le LAC-A. Le LAC-A, quant à lui, va coder pour une bêta-galactoside transacétylase. Donc, c'est une enzyme qui va jouer un rôle inconnu dans l'acétylation. Nous avons une région régulatrice pour ces 3 gènes. Nous avons regardé les 3 gènes structuraux, le LAC-Z, LAC-Y et LAC-A. Nous avons une région régulatrice pour ces 3 gènes. Nous avons le promoteur qui est ici et nous avons également l'opérateur. Donc ces régions régulatrices sont situées donc en amont des gènes de structure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en amont du promoteur, c'est-à-dire avant le promoteur, on a un site qu'on appelle, regardez le petit site là, qu'on appelle le site CAP. Donc, ce site va fixer une protéine qu'on appelle CAP, donc qui est ici. Donc, cette protéine CAP, elle va fixer l'AMP cyclique. La fixation, elle va induire l'activation du promoteur qui est à côté. Et donc, le promoteur, c'est lui qui fixe donc l'enzyme de la transcription. Et donc, il va activer donc l'activation de la transcription de ces gènes de structure.
en aval du promoteur, nous avons également l'opérateur. C'est quoi l'opérateur? C'est une séquence d'ADN sur laquelle vont se fixer des protéines régulatrices, donc des protéines régulatrices de ces gènes, donc qui vont réguler la transcription de ces gènes. Regardez ici, nous avons ici la fixation d'un répresseur, donc un répresseur de la transcription. Ce qu'il faut savoir, que nous avons également un gène, donc un gène régulateur, c'est le gène donc LAC-I qui existe donc au niveau 5', et ce gène a son propre promoteur, comme on le voit ici. Il va coder, ce gène va coder pour une protéine qui a un rôle répresseur qu'on appelle le répresseur. Regardez, donc cette protéine, elle va former un tétramère, donc qui va se fixer sur l'opérateur pour jouer un rôle répresseur et arrêter la transcription des gènes structuraux. Donc regardez sur cet autre schéma de l'opérant lactose, nous avons les 3 gènes structuraux, le LAC-Z, LAC-Y et LAC-A, donc avec leur rôle. Ici, on a dit ils codent pour la bêta-galactosidase, donc l'enzyme qui va dégrader le lactose. Deuxièmement, LAC-Y pour une perméase qui permet la pénétration du lactose. Et là, pour la transacétylase. Nous avons des sites de contrôle, des séquences d'ADN de contrôle. Premièrement, la CAP, où on a dit qui va fixer une protéine CAP plus l'AMP cyclique, le promoteur et l'opérateur. Nous avons ici la présence de gènes régulateurs. Ce gène a son propre promoteur et son propre terminateur. Donc son propre promoteur et terminateur, il va coder pour un répresseur de l'opérant lactose qui va se fixer au niveau de l'opérateur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en présence donc, du glucose, ce site CAP donc, ne va pas fonctionner et il ne va pas activer la transcription. Donc, la bêta-galactosidase, on a dit, c'est l'enzyme qui va cliver le lactose en galactose et en glucose. Nous avons un tableau ici donc, qui va résumer tout ce qu'on vient de voir. En présence de glucose, donc la bactérie elle a du glucose dans le milieu et avec une concentration basse d'AMP cyclique, nous avons donc la partie CAP qui est inactive. Donc cette partie CAP, on a dit qu'elle a besoin d'AMP cyclique. Et là, avec la présence donc également du lactose, donc même si on a la présence du lactose dans le milieu, nous avons un répresseur donc, qui est inactif et là, nous n'avons pas de clivage du lactose. Maintenant, en présence du glucose, avec une concentration, lorsqu'on a le glucose, la concentration en AMP cyclique, elle est basse. La partie CAP, donc la région CAP, elle est inactive. Même en absence donc, de lactose au niveau du milieu, nous avons le répresseur, donc ici, il est actif. Donc, on n'a pas le répresseur, il est actif, et l'épuisement de la source de glucose. Maintenant, ce qu'il faut savoir, en absence de glucose, lorsqu'on a une concentration en AMP cyclique donc élevée, même si la partie CAP même si la partie CAP donc elle est active, et puisqu'on n'a pas de lactose, on n'a pas de source de carbone pour la bactérie. Maintenant, en absence de glucose et lorsqu'on a donc une concentration d'AMP cyclique élevée, la région CAP elle est toujours active. Nous avons la présence du glucose dans le milieu, le répresseur donc il est inactif lorsqu'on a le lactose.
le répresseur devient, le lactose va inactiver le répresseur. Donc le répresseur, il est inactif. Nous avons le clivage du lactose et la production par la suite du glucose. Donc la transcription ici, c'est positive. Maintenant, comme deuxième exemple d'opérant, nous avons l'opérant tryptophane. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a dit c'est un opérant d'anabolisme, c'est-à-dire qu'il va produire donc, le tryptophane. Le tryptophane est un acide aminé qui est produit à partir de l'acide chorismique. Et nous avons ici donc 5 gènes, comme tout à l'heure, on avait donc les 3 gènes de structure. Ici, au niveau de l'opérant tryptophane, nous avons 5 gènes de structure. Donc TRPE, D, C, B et A. Donc qui vont coder qui vont être transcrits en un ARN messager donc unique et qui vont coder donc pour des protéines qui vont servir donc à la synthèse du tryptophane. Nous avons également la présence donc d'un gène répresseur situé donc d'un gène répresseur lui aussi donc situé en amont, un gène régulateur, un gène qu'on appelle aporépresseur. Donc le gène aporépresseur, il n'est pas visible ici, donc c'est TRPR. Et nous avons également des éléments de contrôle tels que le promoteur que l'on voit ici et l'opérateur en vert. Donc nous avons ici sur ce schéma, nous avons les 5 gènes structuraux, la séquence de contrôle, promoteur avec opérateur. Nous avons également le gène régulateur qui est à ce niveau, qui a son propre promoteur et qui va servir, donc qui va coder pour la synthèse d'une protéine donc répressive, donc pour une protéine répressive. Donc en absence, lorsqu'on n'a pas de tryptophane, le répresseur, donc il est inactif, donc l'opérant il est actif, opérant on. Lorsqu'on a le tryptophane, donc le répresseur il est actif, le répresseur il est actif, donc il va se fixer sur l'opérateur et là nous avons l'opérant qui est en off et absence de transcription. Ça c'était concernant la régulation de l'expression des gènes chez les prokaryotes. Maintenant, la régulation de l'expression génique chez les eucaryotes. Chez les eucaryotes, donc nous avons nous avons une chromatine. Cette chromatine, elle peut être condensée et là, la fixation de l'ARN polymérase ne peut pas se faire, comme elle peut être donc décondensée, déroulée et elle est favorable à la transcription. Le chromatine est décondensé et est sensible à la transcription. Donc, c'est la chromatine qui est vraiment ouverte aux enzymes de la transcription. Alors que l'hétérochromatine, la forme condensée, est inactive. Nous avons ici des changements même au niveau des protéines histoniennes, donc qui vont permettre, donc regardez ici l'acétylation et la désacétylation qu'on avait vu en faisant le cours de la chromatine et là pour dérouler donc cette fibre chromatinienne pour permettre l'accessibilité aux ARN polymérases. Donc cette intervention, toute la transcription qui se fait au niveau nucléaire, ensuite avec la sortie de cet ARN messager pour être traduit au niveau cytoplasmique. Nous avons également la méthylation de l'ADN qui est réalisée par une série d'enzymes qui sont les méthylases et elle a un rôle pour diminuer la transcription. Pour qu'un gène donc, soit transcrit, il doit être activé soit au niveau de l'euchromatine, soit qu'il soit non méthylé pour qu'il soit donc actif. L'expression de ces gènes, elle va débuter premièrement par la transcription qui est effectuée par l'ARN polymérase et on a vu donc la sortie de cet ARN messager pour être déchiffré en une protéine au niveau cytoplasmique.
Maintenant, la régulation de l'expression des gènes, elle peut se faire donc au niveau de la transcription, en post-transcriptionnel et même au niveau de la traduction. Au niveau de la transcription, nous avons des facteurs de régulation. Ces facteurs peuvent être localisés donc à côté de ces gènes, et là ils sont en cis, ou bien ils peuvent être localisés à distance, et là ils sont dits en trans. Parmi les facteurs en cis, nous avons les séquences d'ADN qui sont le promoteur, des séquences donc consensus qu'on va retrouver, des séquences également d'activation, qui sont activatrices ou bien modératrices, inhibitrices même. Nous avons ici donc l'exemple donc de ces séquences. Nous avons des séquences en amont, donc avant les gènes. Premièrement, la région donc, du promoteur, des séquences donc, en amont. Nous avons des séquences, regardez, régulatrices en amont. Et les boîtes, on va les voir. Donc, ce promoteur, c'est quoi le promoteur? Cette région qui existe donc en amont des gènes, c'est un segment d'ADN sur lequel cet ARN polymérase, qui est représenté ici en orange, va se fixer. Donc, elle se fixe, elle déroule la double hélice d'ADN, elle va choisir le brin qui va servir de matrice, le brin sens, celui orienté en 3' sans prime. Elle va commencer à ramener donc, les bases par complémentarité pour fabriquer donc, un ARN messager orienté dans le sens 5', 3'. Donc, à l'adénine, au niveau du brin matrice, va correspondre donc l'uracile. À la cytosine va correspondre la guanine et vice-versa. Les promoteurs des eucaryotes sont reconnus par l'ARN polymérase 3, dite B ou bien un peu plus tôt par l'ARN polymérase 3, positionnés à distance d'environ, plutôt positionné à distance, c'est par rapport des distances de base, à environ moins 30, moins 75 et moins 100 du point de démarrage de la transcription. Ici, c'est l'ARN polymérase 2, donc c'est une petite erreur de frappe. Nous avons ici donc notre gène, plutôt notre ARN messager qui vient d'être transcrit, la fixation de l'ARN polymérase qui est en jaune. Donc, on a ici donc, le transcrit, le brin matrice, il est représenté ici en vert. Nous avons l'ARN messager qui est orienté dans le sens 5', 3', qui est formé par des séquences donc, codantes qu'on appelle les exons et des séquences non codantes qu'on appelle les introns. Et ça, c'est toute l'unité de transcription. Maintenant, ces séquences consensus. Donc, ces séquences consensus, on a ce qu'on appelle la boîte TATA. Donc, c'est quoi la boîte TATA? Donc, cette boîte TATA est une région qui a une position fixe dans la quasi-totalité des gènes de classe 2. Elle va jouer un rôle dans la précision, elle va préciser le premier nucléotide transcrit. Deuxièmement, nous avons également la boîte 4. Cette boîte, elle est située à moins 80. Donc, comme exemple, on a donné le gène de la globine. À moins 80, c'est des bases donc, par rapport au gène. Donc, nous avons à moins 80 du gène de la globine. Tout à l'heure, pour la boîte, donc TATA, on a dit qu'elle a une position fixe au niveau des gènes. Et là, celle-là, cette position, donc elle peut varier dans les gènes. Donc, cette boîte TATA, plutôt 4, elle a des séquences donc consensus où nous avons donc la répétition de cet ensemble de bases azotées. La boîte donc CG, elle est le plus souvent en plusieurs copies et a généralement 2 orientations. On a vu les facteurs régulateurs en 6, on a dit situés à proximité des gènes. On peut avoir donc des facteurs régulateurs situés à distance,
qu'on appelle en trans, donc ils peuvent agir de façon générale, ils peuvent être activateurs comme ils peuvent être inhibiteurs. Ils interviennent de manière générale ou bien de façon spécifique au niveau de ces gènes. Parfois, il s'agit de signaux qui sont à l'extérieur de la cellule. Comme exemple, on a les hormones thyroïdiennes ou bien les hormones stéroïdes qui vont agir donc, sur des gènes par des récepteurs nucléaires. Donc, ils vont agir à distance. La maturation de cet ARN messager, il est dit transcrit primaire, donc il est immature, il vient d'être transcrit. La maturation de cette transcrit primaire, elle va porter sur 3 points. Donc nous avons une coiffe en 5', donc au niveau de la première extrémité, une petite coiffe qui va s'ajouter, et à la fin une séquence de polyadénylés en 3' à la fin, et nous avons également ce qu'on appelle l'épissage, c'est-à-dire nous avons toutes les parties non codantes qu'on appelle les intrants qui vont être enlevés et le transcrit primaire va devenir ARN messager mature. C'est quoi cette coiffe? Elle est formée donc, par l'addition d'une guaninosine triphosphate sur le premier nucléotide. Donc on a ici le premier nucléotide, donc ici le premier nucléotide de notre ARN messager transcrit primaire. Le premier nucléotide du messager est généralement, donc on a généralement une base donc à ce niveau, au niveau du nucléotide, généralement c'est l'adénine ou bien la guanine. Donc cette coiffe, donc c'est quoi? Donc c'est une guaninosine, 7-méthylguaninosine triphosphate au niveau de l'extrémité 5'. Donc regardez ici, 7-méthylguaninosine triphosphate au niveau de l'extrémité 5', donc de notre ARN, ce transcrit primaire, et là en liaison avec le premier nucléotide. Deuxièmement, on a la coiffe, donc qui va se rajouter à la fin. La coiffe, elle va jouer un rôle pour le démarrage de la traduction, donc pour commencer la traduction par les ribosomes. Elle va permettre donc la reconnaissance de cette extrémité 5' de l'ARN messager. Elle va permettre ça, la reconnaissance par les ribosomes. Le rôle de la coiffe, maintenant la polyadénylation. Maintenant, on parle de l'extrémité 3'. C'est quoi la polyadénylation? C'est l'ajout, après la transcription, l'ajout post-transcriptionnel de nucléotides polyadénylés, donc plusieurs A, au transcrit primaire. Nous avons jusqu'à 200 nucléotides qui peuvent être ajoutés au niveau de cette partie 3'. Le site donc, est reconnu par un complexe protéique comportant une poly-A polymérase. Donc, elle va rajouter beaucoup de A, cette polymérase. Les signaux de polyadénylation, l'ajout d'une séquence polyadénylée en 3', des messagers donc eucaryotiques, elle fait partie de la maturation. Regardez ici, au niveau de l'extrémité 5', nous avons la polyadénylation. Le rôle de cette polyadénylation, elle va permettre la protection de l'ARN messager contre les dégradations enzymatiques, donc à la fin. Elle joue un rôle également pour l'adressage de ce messager vers le cytoplasme, donc il va sortir. Maintenant, en dernier, nous avons l'épissage. C'est quoi l'épissage? On a dit que toutes les parties non codantes vont être enlevées de ce transcrit primaire. L'épissage fait intervenir des molécules d'ARN autres que le transcrit primaire.
Donc, on a d'autres molécules d'ARN qui vont enlever donc, ces intrants. Dans certains cas, c'est même un ARN qui catalyse cette réaction, qui est une réaction de ribozyme. Nous avons ici le phénomène d'épissage sur ce schéma. Regardez ici donc le gène, cette partie, donc ce gène, regardez, agrandi, qui existe donc sur un chromosome. On a un promoteur, donc plusieurs parties donc des intrants qui sont en jaune et en bleu les exons. Donc on a un ARN messager transcrit primaire avec les deux parties. Ensuite l'épissage, donc on a enlevé tous les intrants et on a uniquement les exons et on a un ARN messager mature. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a donc un seul gène qui peut coder pour plusieurs protéines. Regardez ici, nous avons la transcription, donc nous avons plusieurs exons et intrants. Et là, l'épissage, ce qu'on appelle l'épissage alternatif, il dépend donc du type donc, de cellules. Et là, il aboutit à des protéines différentes. Comme on a l'épissage qui se fait au niveau de la thyroïde, lorsqu'on enlève donc les intrants, il va donner la calcitonine. Et lorsqu'il va se faire au niveau du système nerveux, il va donner une autre protéine qui est donc la CR, plutôt la CGRP, qui ont des fonctions différentes. Maintenant, les micro-ARN. Donc, c'est quoi ces petits fragments d'ARN? Les micro-ARN sont des ARN qui sont non codants, qui font environ, regardez le gène qui code pour ces micro-ARN, ils font environ 21 à 25 nucléotides. Ils contrôlent l'expression des gènes au niveau post-traductionnel. Regardez un gène normal, la transcription en un messager, la traduction en protéines. Et là, les micro-ARN, lorsqu'ils vont s'associer, ils vont bloquer la transcription. Et je vous remercie. Donc la transcription, la régulation de l'expression des gènes chez les eucaryotes, on a dit qu'elle se fait au moment de la transcription, elle se fait après, elle se fait même pendant la traduction, donc en bloquant la synthèse des protéines. Et je vous remercie.